Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Géraldine Cassut, qui est chercheuse à l'Université de Fribourg et qui a fait un très, très beau travail de recherche sur les femmes engagées, les femmes engagées dans des mouvements de type djihadiste. Et elle va nous présenter le fruit de ses recherches et nous montrer toute la complexité de ces questions-là autour de, entre guillemets, la figure féminine. Géraldine, je vous cède la parole. Eh ben, merci beaucoup. Et tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation parce que c'est vraiment un honneur pour moi de participer à ce colloque aujourd'hui en tant qu'intervenante. Donc, je vous remercie donc de l'opportunité qui m'est offerte de partager avec vous mes observations, mes analyses sur cette question de la violence des femmes dans les mouvements djihadistes. Donc, je vais vous proposer une intervention qui se base sur les recherches que j'ai effectuées dans le cadre de ma recherche doctorale, où je suis désormais aussi en phase de rédaction. Donc, j'ai donc essayé de traduire ces résultats de recherche au vu des événements récents. Et aujourd'hui, j'aimerais partager quelques hypothèses, quelques réflexions avec vous pour penser la violence djihadiste des femmes, notamment sur le sol occidental. Alors, je vais tâcher d'être suffisamment brève pour qu'on puisse prendre le temps d'échanger ensuite. Et je sais aussi que c'est toujours un challenge bien particulier d'être la première intervention après la pause déjeuner. Donc, j'espère vous intéresser suffisamment pour conserver toute votre attention et puis pas trop vous troubler avec mon accent suisse. Voilà. Donc, après quelques propos introductifs, je vais vous proposer de décliner mon intervention en 3 points qui seront principalement structurés par des questions. Donc, tout d'abord, on va s'attacher à essayer de comprendre pourquoi la violence des femmes djihadistes est une anomalie et aussi quelles sont les conditions d'exercice qu'on pourrait qualifier d'autorisées ou bien de permis pour une femme dans un contexte djihadiste. Donc, dans un deuxième point, ça va nous amener au passage à l'acte sur le sol occidental de femmes au nom d'une cause djihadiste, qui sont, selon moi, en tout cas, des exemples de transgression. Et on va essayer de comprendre ce que nous disent ces événements sur le profil de ces femmes et aussi sur leur prise en considération dans les sphères djihadistes. Et puis, en troisième point, en guise un peu de propos conclusif aussi, quelques éléments pour réfléchir notamment à comment penser la femme djihadiste en tant que menace. Et puis, on pourrait même se demander finalement comment penser la femme djihadiste tout court, parce que la femme dans le djihadisme, comme ça a été souligné en introduction, est longtemps restée finalement un impensé. Donc la femme dans le djihadisme, c'était accidentel, collatérale, inoffensive, insignifiante, irrationnelle, invisible. La femme dans le djihadisme, c'était avant tout une femme de djihadiste. C'est pas faux, mais réduire une femme dans le djihadisme à cette particule et puis à ce « de », finalement, c'est méconnaître qu'en étant femme de djihadiste, c'est justement comme ça qu'elle est djihadiste à part entière. Et elle est donc femme, djihadiste, actrice à part entière de son engagement, qui va s'exprimer différemment de celui des hommes, mais qui n'en est pas moins un engagement qui s'ancre dans des convictions. Donc une femme djihadiste, j'insiste là-dessus, c'est pas un djihadiste de seconde zone, parce que c'est justement dans cette forme d'invisibilité qu'elle va opérer, et puis qu'elle va être légitime. Être invisible dans l'exercice de la violence visible, à laquelle on a tendance à réduire aussi le djihadisme, ça ne veut pas dire qu'on est moins djihadiste que ceux qui agissent cette violence, ou du moins dangereux non plus. C'est juste qu'on va faire autrement, mais on porte le même projet, et puis on regarde finalement aussi dans la même direction. Et en comprenant le rôle des femmes, et puis aussi en quoi leur violence dans un contexte djihadiste est une anomalie, une forme de transgression, on comprend mieux le projet djihadiste en son entier et on saisit mieux que la violence djihadiste est finalement qu'un moyen, estimé légitime parmi d'autres, pour atteindre les buts idéologiques. Donc si on en vient au premier point, pourquoi la violence des femmes elle est considérée comme une anomalie ? C'est parce que quand il est question des rôles, le djihadisme va reposer entre autres sur le principe de complémentarité des sexes. En tout cas, c'est comme ça que mes interlocutrices au cours de ma recherche me l'ont expliqué. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'on est dans une forme d'égalité devant Dieu, mais dans une complémentarité entre les sexes sur Terre. Les femmes ont des fonctions parce que ce sont des femmes, les hommes parce que ce sont des hommes. Et ces fonctions sont bien précises et il s'agit de ne pas les transgresser afin de garantir surtout une forme d'équilibre social dans la société djihadiste idéale. Et si l'un des sexes venait à endosser la fonction d'un autre, on serait face à une forme de déséquilibre. Un déséquilibre qui peut être épisodique,
comme on le voit avec la violence des femmes pour des raisons stratégiques, mais qui n'a pas vocation à se normaliser, sinon ça remettrait en question le fondement même des principes idéologiques. Donc le rôle normal des femmes dans le djihadisme, c'est avant tout d'être épouses et mères. Et puis elles n'ont pas vocation première à participer à la violence, qui reste une prérogative masculine. Donc sur zone, et quand je dis sur zone, j'entends la zone irako-syrienne, et notamment dans le territoire qui a été défini par l'État islamique, elles avaient accès à une forme de violence, mais de type défensif. C'est-à-dire qu'elles devaient être en mesure de manier des armes, non pas pour attaquer, mais pour être capable de se défendre au besoin. Simplement, ne pas avoir le droit de faire la violence, ça ne signifie pas nécessairement qu'on n'en a pas envie. Et pour certaines, en tout cas certaines des interlocutrices que j'ai pu avoir, il y avait une volonté de pouvoir participer au combat sur zone irako-syrienne, mais pas dans une volonté d'égalité avec les hommes et pas non plus dans une optique de revendiquer certains droits particuliers pour les femmes, par exemple de demander plus d'égalité, parce qu'elles estimaient qu'elles vivaient déjà dans une société parfaite, en termes de droits aussi, pour les femmes, parce que fondée sur des principes divins. Et qui mieux que Dieu saurait ce qui est bon pour une femme, finalement. Donc, mais simplement, ces femmes-là, elles se sentaient légitimes à participer au combat en tant que musulmanes. Et la nuance est intéressante, d'ailleurs, à plusieurs titres. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Donc, à participer en tant que musulmanes pour défendre des principes auxquels elles croyaient de la même façon que les hommes. C'est souvent avec cette expression de dire nous sommes des femmes avec des cœurs d'hommes qu'elles mettaient ça en fait en exergue, qu'elles mettaient ça en avant. Mais finalement, cette possibilité de participer au combat, elle ne leur a jamais été offerte dans le contexte de l'État islamique. Et puis, pour comprendre pourquoi, justement, j'en viens à la question des conditions d'exercice de la violence féminine dans un contexte djihadiste. Donc, on a compris que ce type de violence est jamais normal dans un contexte djihadiste, mais il peut s'exercer pour des raisons avant tout stratégiques, qui sont propres au mouvement djihadiste et puis pas dans une volonté de normaliser l'accès à la violence pour les femmes. Donc à mon sens, il faut distinguer une violence des femmes qui serait faite sur zone djihadiste, encore une fois là, comme précédemment sur la zone irako-syrienne, et une violence qui serait extérieure à cette zone, par exemple comme on a pu le voir en Europe. Sur zone, la raison principale où on va voir des femmes djihadistes dans une violence d'attaque, pas dans une violence défensive, c'est avant tout à cause d'un manque d'hommes. Donc de façon assez cynique, on peut se dire que si des femmes participent à la violence active sur zone ou que des appels sont faits dans ce sens-là, c'est que le groupe djihadiste est en difficulté. Parce qu'il va mobiliser des catégories d'individus qui normalement n'ont pas la prérogative de la violence, et dès lors ça va provoquer un déséquilibre de principes qui sont fondamentaux. Alors cette sortie de cadre, elle doit être très brève, ne pas se pérenniser, sinon on ne va plus pouvoir parler de djihadisme en fait dans l'essence. Donc sur zone, comme ailleurs aussi, l'utilisation pensée de femmes dans la violence peut aussi obéir à des logiques de stratégie militaire, notamment en créant un effet de surprise et puis en provoquant aussi un effet médiatique plus important que si c'était un homme qui avait fait l'attaque. Parce que la violence féminine reste toujours quelque chose d'extraordinaire, en général, et puis dans un contexte djihadiste en particulier. Donc ça serait vraiment pour les dimensions qu'on pourrait observer sur zone de la violence féminine. Et si on se focalise sur la violence féminine faite hors d'une zone djihadiste définie, comme en Europe, ça obéit selon moi à d'autres logiques. Donc, tout d'abord, il faut quand même relever qu'il y a certaines femmes qui se sont senties légitimes à passer à l'action violente en Europe, au même titre que les hommes, suite aux appels répétés du feu porte-parole Mohamed Al-Adnani, qui ne semble pas avoir fait de distinction explicite selon les sexes, en les adressant par exemple clairement et uniquement aux hommes. Donc apparemment, c'est resté assez ouvert. Et on reviendra dans un second point sur ces attaques justement commises par des femmes sur sol occidental. Là, je vais me baser sur l'événement de l'attentat raté des bonbonnes de gaz, donc vers Notre-Dame de Paris en septembre 2016, et sur l'attaque au couteau sur le policier à Boussy-Saint-Antoine quelques heures après. Et puis en voyant notamment aussi comment cet événement-là a été récupéré par Rachid Kassim, qu'on pensait qu'il avait aussi un petit peu orchestré ça. Rachid Kassim, je le rappelle, qui est considéré comme un fer de lance de plusieurs attentats connus à l'été 2016. Il est connu aussi pour avoir tenté d'inspirer aussi des catégories de personnes qui n'étaient pas des hommes majeurs, donc des mineurs, des femmes, aussi pour des passages à l'acte violent. Donc dans ce contexte-là,
j'émets l'hypothèse qu'une des seules raisons qui pourrait légitimer l'action violente réussie, insister là-dessus, des femmes pour une autorité djihadiste, hors zone djihadiste reconnue comme telle, serait la rhétorique de l'humiliation. Je m'explique. Après l'attentat raté de Notre-Dame, en particulier, Rachid Kassim, il a en effet émis plusieurs messages à l'attention des hommes, principalement sur sa chaîne Telegram, en disant que les hommes manquent finalement tellement de courage que les femmes sont obligées de faire le travail à leur place. Et là, on voit que l'utilisation de femmes dans les attaques en Europe pourrait donc servir à inciter les hommes au passage à l'acte, en les rappelant à leur rôle premier dans lequel ils détiennent cette prérogative de la violence, en insistant sur le fait que les femmes ne doivent pas faire ça de base, mais qu'elles y sont obligées vu que les hommes ne font rien. Et du coup, on va jouer sur une forme d'humiliation, en piquant notamment les hommes dans leur virilité et puis en les rappelant aussi à leur rôle premier. Il faut cependant relever que l'État islamique n'a pas communiqué officiellement sur l'attentat raté des bonbonnes de gaz, il a plutôt évité de le faire, mais à mon sens, c'est parce que ça obéissait pas à une de leurs stratégies et puis je pense aussi qu'ils ne souhaitent pas être associés, en tout cas pour le moment, à une forme d'attaque, encore moins quand elle n'a pas réussi, mais je crois même quand elle a réussi, qui serait perpétrée par une femme, quand bien même c'est en leur nom. Donc, les attaques commises tentée par des femmes en Europe sur une modalité d'action de louve solitaire, comme on pourrait dire, et qui ne semble pas avoir été commanditée ou encouragée directement par des autorités djihadistes, ou bien du moins par un corps djihadiste en particulier, elles sont à mon sens une forme de transgression qui va s'agir aussi de distinguer des conditions possibles et potentiellement aussi reconnues d'exercice de la violence féminine que j'ai présentée préalablement. Donc, on a parlé du manque d'hommes, on a parlé de la stratégie de surprise qui peut s'inscrire dans une stratégie militaire et aussi éventuellement d'une stratégie de l'humiliation si en fait la rhétorique de Rachid Kassim était aussi instaurée de façon plus large dans les groupes djihadistes. Et en effet, face à ces attaques en fait de ces louves solitaires, enfin sur ces modalités d'action de louves solitaires, je pense que là on est principalement face à des femmes qui sont dans une incapacité à remplir leur rôle premier dans le djihadisme, donc qui est d'être épouse et mère, voire aussi qui méconnaissent ce qui est attendu d'elles en tant que femme par le mouvement djihadiste duquel elles se réclament pourtant. Ce sont, selon moi, donc des femmes qui se pensent comme djihadistes avant de se penser comme femmes djihadistes. Et là, j'en viens donc à mon deuxième point. Je vous propose de revenir sur les événements dont moi j'ai connaissance, en tout cas, où des femmes en Europe sont actrices d'attaques, autrices en fait, d'attaques à caractère djihadiste et qui ont notamment eu en fait une résonance médiatique à ce sujet. Donc, je trouve que tout d'abord, il est très intéressant de relever, en tout cas à ma connaissance, donc si vous avez connaissance d'autres choses, n'hésitez pas à me contredire. Là, comme je vous disais, je vous partage des réflexions qui sont en cours et puis qui sont malheureusement très actuelles. Donc, moi, j'ai relevé en tout cas que en Allemagne et puis au Royaume-Uni, les premiers individus qui sont passés à l'acte individuellement, donc je souligne vraiment individuellement parce qu'évidemment, enfin, le Royaume-Uni a notamment été touché par des attentats perpétrés par plusieurs individus. Donc, ceux qui sont passés à l'acte individuellement au nom d'une cause djihadiste, les premiers au Royaume-Uni et en Allemagne, ce sont des femmes. On se rappellera notamment pour le Royaume-Uni de Rosh Hashanah, j'arrive jamais à dire ce nom, Rosh Hashanah Choudhury, en mai 2010, qui a poignardé Stephen Timms, qui est un homme politique anglais, en s'inspirant notamment des injonctions d'Anwar al-Awlaki, qui était justement, vous le savez, une référence pour Al-Qaïda dans la péninsule arabique, et qui justifiait l'action violente comme contre les désignés, en tout cas ennemis de l'islam. Et plus récemment, au début d'année 2016, donc là où on rentre de nouveau, on sort d'Al-Qaïda pour rentrer dans la catégorie de Daesh, c'est une jeune fille de 16 ans qui va poignarder un policier à Hanovre en se plaçant dans une affiliation à Daesh. Et puis, quelque temps auparavant, elle avait tenté aussi de rejoindre la zone irako-syrienne, mais elle a été arrêtée en Turquie. En septembre 2016, évidemment, on va connaître un événement majeur à Paris qui va beaucoup influencer la perception de la femme dans le djihadisme, avec l'attentat raté des bonbonnes de gaz et du policier blessé à Boussy-Saint-Antoine. On a deux femmes qui cherchent à bouter le feu à plusieurs reprises à une voiture remplie de bonbonnes de gaz située dans la rue de la Bûcherie. Et si l'attentat avait réussi, il a été estimé qu'il y aurait eu au moins 80 victimes.
En 2019, on va aussi relever l'attaque commise par un couple dans la prison de Condé-sur-Sarthe, qui justifiait dans une volonté de venger Sharif Chakat, qui était l'assaillant du marché de Noël de Strasbourg. On notera aussi que la femme est décédée dans l'assaut du raid. L'année passée, en novembre 2020, c'est dans la région italophone de la Suisse, à Lugano, qu'une femme va attaquer au couteau 2 femmes dans un centre commercial en se revendiquant à haute voix de Daesh pendant qu'elle commettait ces actes. Les autorités fédérales ont relevé qu'elle avait auparavant tenté de rejoindre la Syrie, mais qu'elle avait été arrêtée en Turquie et qu'à son retour en Suisse, elle avait été placée dans un hôpital psychiatrique. Et plus récemment, en avril 2021, une jeune fille de 18 ans qui a été arrêtée parce qu'elle projetait un passage à l'acte, vraisemblablement envers des chrétiens, pendant les célébrations de Pâques. Et elle semble avoir mis en avant son attrait pour l'ultraviolence pour expliquer son processus de radicalisation, et elle était inconnue des services de renseignement. Donc finalement, quels sont les points communs de ces attaques, de ces tentatives, et surtout, quels sont les points communs qu'on pourrait voir dans le profil de ces assaillantes? Donc évidemment, c'est toujours des réflexions qui sont en cours pour moi, mais j'en partage déjà quelques-unes avec vous aujourd'hui, même si elles méritent évidemment d'être encore affinées. Et donc, tout d'abord, on va relever que l'État islamique n'a jamais revendiqué ni salué la moindre attaque perpétrée par une femme, ou bien du moins qui a impliqué aussi une femme sur le sol occidental. Et je formule l'hypothèse qu'ils ont pour le moment aucun avantage à légitimer une action féminine violente en leur nom, et que ça serait plutôt un aveu de faiblesse de leur part, parce que si les prérogatives des rôles premiers ne sont pas respectées, ça indique une forme de déséquilibre dans le groupe djihadiste, et c'est pas cette image en fait qu'ils veulent renvoyer actuellement. Si on s'intéresse au profil de ces femmes, moi j'aimerais relever qu'à l'exception de l'assaillante de Condé-sur-Sarthe, elles étaient toutes célibataires, ou du moins se considéraient comme telles. Si on prend l'exemple d'Ornella Gilligman au niveau de l'épisode des bonbonnes de gaz à Notre-Dame de Paris, qui était séparée de son mari à l'époque. Donc elles étaient toutes célibataires au moment du passage à l'acte, excepté celle de Condé-sur-Sarthe. Et puis elles n'avaient pas de mari, évidemment, à l'exception de Condé-sur-Sarthe, et à une exception, celle d'Ornella Gilligman, pas d'enfant non plus. Donc pas de mari, pas d'enfant pour la majorité. Et beaucoup d'entre elles ont également été velléitaires pour un projet de départ en zone irako-syrienne, un projet qui a été contrarié. Et si des démarches claires n'avaient pas été entreprises, en tout cas c'était une idée, c'était un projet qui avait en tout cas germé ou qui avait été formulé pour la plupart d'entre elles. Donc, pour revenir à ce que je soulignais précédemment, je trouve intéressant de relever que ce sont principalement des femmes qui n'ont pas rempli leur rôle premier dans le djihadisme, à savoir épouse et mère, par manque d'opportunité peut-être, par empêchement de pouvoir le faire sur zone irako-syrienne, ou aussi par méconnaissance, sous-estimation peut-être aussi de leur rôle premier et de leur interdit de violence. On remarque aussi que certaines, elles ont été empêchées dans leur projet de rejoindre le califat, et que du coup, elles ont sans doute éprouvé non seulement un grand sentiment de frustration, mais aussi qu'elles n'ont pas expérimenté la possibilité de déchanter, si on peut dire, des conditions de vie dans un système djihadiste sur zone. Donc on a une utopie qui est toujours intacte. Donc évidemment, il s'agirait de pouvoir vérifier cette hypothèse, mais je pense qu'on est face à des femmes qui font passer leur appartenance, ou bien du moins leur volonté d'appartenance au djihadisme, avant leur condition féminine. On a des assaillantes qui n'ont pas été en mesure de se réaliser en tant que femmes djihadistes selon les rôles premiers, mais qui cherchent néanmoins à traduire leur loyauté, à signifier leur appartenance à une communauté djihadiste, en chercher, et ça c'est très important, leur reconnaissance, en adoptant paradoxalement un mode d'action qui n'est pas attendu d'elles. Et du coup, elles ne seront probablement jamais reconnues par le groupe djihadiste en question duquel elles se réclament, sauf évidemment si ce dernier voit un avantage à le faire. Mais la question sera alors de savoir si un tel groupe pourra toujours se dire djihadiste parce qu'il va légitimer ce qui a vocation à rester une anomalie accidentelle, une anomalie légitimée par le groupe uniquement pour des raisons stratégiques et pas idéologiques, en tout cas jusqu'à maintenant. Avant d'en venir à quelques remarques conclusives, je relèverai encore que la violence féminine, elle fait jamais l'unanimité dans les sphères djihadistes, et puis qu'elle fera jamais, enfin, elle fera probablement jamais consensus non plus. Typiquement, avec l'épisode des bonbonnes de gaz, ce qui était redouté par certains, certaines aussi de ces groupes est arrivé. C'est que les femmes djihadistes, elles ont été visibilisées, alors qu'elles sont censées rester invisibles, visibilisées et associées non seulement aussi à l'exercice actif de la violence, alors que ce ne sont pas leur rôle premier, mais cet événement, il a contribué à construire une image de la femme djihadiste
aussi dangereuses que les hommes parce qu'elles sont capables de passer à l'acte violent. Ce qui, à mon sens, évidemment, est extrêmement paradoxal parce que les femmes djihadistes, elles sont prises en considération uniquement parce qu'elles auraient unanimement un potentiel de violence équivalent à celui des hommes, alors que ce n'est pas comme ça qu'elles agissent ordinairement leur engagement pour le djihadisme. Donc du coup, de par ces événements en septembre 2016, les conséquences en France notamment, c'est que les femmes, elles ont été judiciarisées et puis contrôlées de façon beaucoup plus stricte qu'auparavant, parce qu'il y a eu comme une prise de conscience. Et du coup, ça les a empêchées, comme me le disait une de mes interlocutrices, je cite, de continuer à faire nos affaires tranquilles, c'est-à-dire ça a empêché que les femmes puissent continuer à agir hors des radars, hors de cette sphère de la violence visible, mais pour servir la cause, en fait, quand même, comme elles sont censées le faire, en tant que dans leur mission première de femmes djihadistes. Donc, en résumé, on a pu voir que la violence féminine djihadiste, c'est aussi celle qui est potentiellement légitimée par le groupe djihadiste même. Elle obéit avant tout à des logiques de stratégie, et puis qu'elle peut être le signe d'un affaiblissement du groupe, qui serait plus en mesure d'assurer justement cet équilibre des prérogatives qui sont attachées au rôle sexué. Cette violence, elle doit donc être épisodique, elle n'a pas vocation à se pérenniser, parce qu'encore une fois, ça changerait la nature profonde du groupe. Et je relèverais aussi que selon moi, en tout cas selon les observations et les analyses que j'ai pu faire, parmi les femmes djihadistes, c'est vraiment une minorité qui serait attirée par le fait de faire la violence elle-même. Dès lors, enfin, je termine un peu en soumettant ce questionnement général. Donc, est-ce que la femme djihadiste est une menace, au sens où on entend vraiment une menace sécuritaire? Parce qu'on doit en effet considérer que, selon ma formule consacrée, la femme djihadiste est une djihadiste comme un autre, à savoir que sa force d'engagement dans le djihadisme, elle égale celle d'un homme. Elle a les capacités d'être convaincue au même titre qu'un homme du projet djihadiste, mais l'engagement djihadiste va se déployer selon des modalités qui sont spécifiques au genre. Et les façons d'être djihadistes, en guillemets, normalement pour une femme, sont considérées comme moins dangereuses parce qu'elles ne s'exercent pas dans la violence visible, au même titre que les hommes. Et comme on est, je ne sais pas, on semble encore être prisonnier d'une forme de réduction du djihadisme à des expressions violentes, si une femme djihadiste n'agit pas la violence, elle est donc moins dangereuse, voire même pas djihadiste du tout, si le critère c'est la violence agit. Elle serait donc pas une menace, mais une sorte d'inclassable, une simple femme au foyer, une inoffensive, voire même une victime. Seulement, et je terminerai là-dessus, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a plusieurs façons de faire la guerre et que les groupes djihadistes l'ont bien compris, qu'il y a plusieurs territoires de la guerre aussi, et puis que le djihadisme porte en lui un projet de société total, dont le terrorisme est un moyen, mais pas une fin en soi. Et les femmes djihadistes sont actrices donc à part entière de ce projet si on les considère comme des sujets passifs, voire même victimes d'un engagement qu'elles ont pourtant choisi au même titre que les hommes. Ça nous empêche de comprendre que les menaces sont plurielles quand il est question de djihadisme et qu'elles ne se réduisent pas à l'exercice de la violence visible. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop longue et je me réjouis de vos questions pour continuer à approfondir les réflexions que je vous soumets aujourd'hui. Merci beaucoup. Vraiment, votre exposé était à la fois limpide et puis il remet vraiment les choses en place sur finalement la question de la femme djihadiste qui est aussi peut-être d'abord une femme ou d'abord un djihadiste. Et alors, bon, ça suscite énormément de questions. Comment vous interprétez chez Daesh, à partir de 2015, la présence de femmes armées dans les rues exerçant la Hizba, donc la police politique, enfin la police urbaine islamique. Et comment vous interprétez, à partir de 2017-2018, sur zone, là encore, certaines vidéos où là, de toute évidence, notamment probablement Hayat Boumedienne, porte des armes et semble être en action. Voilà, donc ces deux catégories-là, comment vous les placez? Je vous remercie beaucoup pour ces questions qui sont très intéressantes. Donc, pour faire référence à cette fameuse brigade de femmes, la brigade Al-Hansa, moi, je suis très prudente parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas, sur cette brigade. On ne sait pas non plus ce que les femmes, enfin, sur quels critères on sélectionnait les femmes qui allaient y participer. Donc, je vais être très réservée par rapport à ça. Mais je dirais que simplement, ça participe à un projet d'État
Donc, on est face à une société, en fait, chez Daesh. Puis, comme dans une société où on doit diversifier les tâches, parce que c'est pas juste une société combattante, c'est une société où, voilà, les gens vivent. Et du coup, on a une police. On a une police des mœurs. Et comme on est sur un système, en fait, où la non-mixité entre les hommes et les femmes sont très réglementées, c'est tout à fait logique qu'on ait une branche de la police qui soit aussi féminine, notamment pour vérifier les comportements des femmes dans l'espace public. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a voulu voir dans cette brigade une faction combattante. Parce que du coup, ça nous aurait un petit peu rassurés. On aurait un petit peu mieux compris aussi cet engagement des femmes, parce qu'on se serait dit, ah ben, elles partent là-bas aussi pour combattre. On arrive à mieux saisir cet engagement-là. Alors qu'en fait, non, c'était basiquement et banalement, j'ai envie de dire, simplement une branche féminine de la police. Et puis, par rapport aux vidéos de femmes qui portent les armes, justement, sur la fin hein, de cette territorialité de Daesh, ça va un petit peu dans le sens que je mettais en avant. C'est-à-dire que Daesh s'est préparé aussi à sa chute, d'une certaine façon, à sa perte de territoire, et que ça indiquait clairement qu'on était sur un moment de faiblesse, parce qu'effectivement, dans la propagande, on a commencé à entendre des appels aux femmes, des appels aux personnes âgées, potentiellement, enfin, on le voit aussi avec les enfants hein, qui ont été beaucoup mis en scène dans des vidéos d'exécution. Donc finalement, on va cibler des catégories qui, de base, n'ont pas accès à cette violence pour dire finalement, ben voilà, tout le monde est concerné, tout le monde doit faire quelque chose, mais c'est surtout parce qu'on sent qu'on est en difficulté, en fait, et du coup, on est obligé de mobiliser des catégories qui sont différentes. Mais il ne faut pas le voir comme un signe d'émancipation. On se dit, ah ben tiens, maintenant, Daesh ouvre la participation aux femmes, elles vont s'émanciper par la violence et tout ça. Non, non, c'est un mythe. C'est simplement parce que le groupe D'accord. était en difficulté, puis on l'a bien vu. Très bien, merci. J'ai une deuxième question, puis après on passera aux questions des internautes. Euh, Si on élargit la question à celle de la violence légitime armée des femmes ou de la femme, est-ce que vos travaux peuvent éventuellement entrer en résonance avec des femmes armées légitimement dans des États, cette fois-ci légitimes, c'est-à-dire la femme militaire française, la femme gendarme, et aussi la femme peshmerga, parce qu'il y a eu beaucoup de mythographie autour de la femme peshmerga. Est-ce que vous voyez des parallèles possibles? Est-ce que finalement, on aurait des formes de violence estampillées féminines qui, d'une certaine manière, permettraient d'encadrer dans des structures légales reconnues ces débordements? Ou est-ce que c'est totalement, ça n'a absolument rien à voir? Je pense que c'est difficile de comparer parce que finalement, la nature du combat et puis la nature du groupe ou bien même de l'État n'est pas forcément comparable avec une violence ou bien du moins avec une organisation telle que Daesh, parce que je pense que typiquement, quand on fait face à des types de militance qui portent un objectif laïque, donc typiquement, hein, qui se disent qu'une nouvelle société doit advenir de cette lutte sans reposer nécessairement voilà, sur des principes religieux, la place de la femme, en tout cas dans la violence et dans le combat, peut être différente, parce qu'elles vont aussi y participer en tant que femmes, comme je disais aussi auparavant, dans une optique aussi de revendiquer des droits différents dans la société qui va advenir, dans une société meilleure, hein, qui va advenir de cette lutte quand on est justement sur des autres groupes combattants. Donc finalement, l'exercice de la violence sera ouvert aussi aux femmes. Ça ne veut pas dire qu'elles seront considérées à égalité hein, par les autres, mais en tout cas, elles l'auraient ouvert parce que ça participe en fait au principe de la société qui est visée après. Maintenant, justement, c'est comme je le soulevais aussi dans mon intervention, c'est que là, dans le cadre de Daesh, et je pense tous les mouvements djihadistes en fait au sens large, quand il est question de la violence, les femmes ne vont pas se penser en tant que femmes, ne vont pas se penser en tant qu'actrices féminines qui vont faire la violence. Elles vont plutôt justement faire passer une affiliation idéologique avant la condition féminine, ce qui, à mon sens, est très différent, pourrait potentiellement aussi se rattacher, après je ne m'y connais pas très bien, donc je m'avance un peu, mais au niveau de ce qu'on pourrait observer dans des armées régulières, où finalement, ce n'est pas une question d'être un homme ou une femme, de combattre, mais c'est une cause qui est plus grande que nous. Finalement, on va défendre une cause qui est plus grande que nous, dans laquelle, en fait, la question d'être une femme ou un homme
voilà, n'a pas forcément d'importance, mais encore une fois, je ne vais pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Mais on doit distinguer l'exercice de la violence pour atteindre des objectifs ancrés dans du religieux ou des objectifs qui sont ancrés dans un univers laïque, si on veut considérer en fait la posture de la femme vis-à-vis de la violence. Ouais, très bien. Merci. Alors, on a reçu beaucoup de questions. Alors, une première question, on lit dans certains journaux, et ce, après enquête des services de renseignement, l'usage de drogues puissantes avant de passer à l'acte. Avez-vous des éléments là-dessus sur l'usage de stupéfiants? Ah, le grand mythe du Captagon. Donc oui, alors effectivement, ça c'est, merci pour la question, hein, c'est effectivement une rumeur qui a été posée parce qu'encore une fois, je pense que on a beaucoup de difficultés à appréhender le phénomène djihadiste dans une forme de banalité, mais dans une forme de normalité. Donc, quand on est face à une violence ou même des témoignages de barbarie qui sont tellement extraordinaires qu'on essaye de trouver une explication pour essayer de rationaliser ça, de les mettre en cohérence. Donc, finalement, de se dire que des hommes commettent des actions hyper barbares et puis qui sont sous l'usage de stupéfiants pour pouvoir le faire, ça a quelque chose de rassurant parce qu'on se dit que si c'était des personnes qui étaient dans leur état normal, elles ne l'auraient pas fait. Mais en tout cas, de ce qui a été porté à ma connaissance, c'est qu'il n'y a pas eu d'usage de drogue, en tout cas chez les djihadistes. Au contraire même, hein, je veux dire, on est dans une perspective d'anti-stupéfiants, d'anti tout ce qui pourrait en fait altérer la conscience. Après, évidemment, on ne va pas toujours chercher la cohérence par rapport à ça. Au niveau de la drogue, évidemment, elle a circulé parce que le Captagon, c'est une drogue qui est assez populaire apparemment dans la région du Moyen-Orient. Et ça peut, enfin, on ne peut pas exclure que ça a aussi pu servir de source de financement. Enfin, que le trafic de drogue, en tout cas la vente de la drogue, a pu servir de moyen de financement, mais pas à des fins de consommation pour se donner du courage. C'est aussi un petit peu ça des fois qu'on a du mal à comprendre, c'est qu'on est face à des gens qui sont tellement exaltés, tellement sincèrement persuadés et convaincus de ce qu'ils font, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de s'atténuer ou bien du moins de se griller le cerveau pour pouvoir commettre ces actions. Très bien. Alors, une autre question. Comment le sujet des femmes recruteuses s'inscrit-il dans vos recherches? Question vaste, mais question intéressante. Merci. Alors, pour la question du recrutement, aussi même de façon générale, moi j'ai envie de dire qu'on est plus face à des personnalités charismatiques et qui ont des auras en fait, qui ont des auras particulières, donc qui ont pris en fait aussi une certaine place, que ça soit sur les réseaux, que ça soit dans la vraie vie. Mais j'aimerais un petit peu casser cette dimension du recruteur qui agirait comme un prédateur sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et puis qui s'attacherait entre guillemets à des proies innocentes qui ont absolument pas du tout montré qu'elles étaient disponibles pour à ce genre de discours. Si la question, en tout cas, du recrutement, bien de comment ça se fait à ce niveau-là, elle vous intéresse, je vous recommande vraiment vivement de regarder la série Khalifa, avec un K, hein, Khalifa, que vous trouvez sur Netflix, qui justement montre très très bien comment est-ce qu'on peut être amené à être recruté dans la sphère notamment de l'État islamique, et que c'est justement pas un processus qui va se faire nécessairement dans une violence ou bien dans une dimension d'emprise vraiment subie. C'est qu'on voit que les personnes montrent aussi une disponibilité à le faire, et ça se fait, enfin voilà, principalement par des gens qui ont effectivement un charisme particulier, mais pas forcément qui ont des missions forcément désignées et puis très précises par rapport à ça. Mais c'est simplement, enfin voilà, c'est des gens qui sont super convaincus, qui sont convaincus, qui détiennent la vérité, et quand vous êtes persuadé de ça, ben du coup, je pense qu'il y a une volonté de persuader le maximum de monde autour de vous aussi, quoi. Donc, enfin, faut pas toujours le voir de façon calculée, je pense. Alors, une dernière question. Dans la mesure où il n'existe que des figures de martyrs féminins historiques qui ont subi la violence et que les sources scriptuaires, Coran, corpus, tradition islamique, n'évoquent pas le cas de la femme combattante active, comment les femmes djihadistes justifient théologiquement leur action? Alors, c'est une excellente question. La question du martyr féminin, enfin, pour tout vous dire, moi, ça a été aussi un petit peu des interrogations que j'ai eues au début de mes recherches. Je me suis demandé si justement les femmes étaient aussi attirées par cette dimension de martyr, qu'est-ce qui était prévu pour les femmes comme récompense aussi, hein, si déjà elles pouvaient accéder à ce statut-là, et ce qui était prévu aussi pour elles.
Alors, il n'y a pas effectivement de martyr féminin à proprement parler, quand bien même on trouve quand même dans des textes de propagande ou autres, des récits de femmes qui ont participé à des combats, qui ont été aux côtés du prophète aussi sur les champs de bataille, donc qui se sont illustrées quand même, parce qu'évidemment, on est sur un réservoir idéologique, donc vous devez pouvoir vous ancrer quand même sur quelques trucs au cas où, en fait, on est obligé d'appeler les femmes à l'action violente. Et du coup, il y a effectivement des figures qui peuvent être mises en avant. Et puis de ce qui est souhaité, donc j'ai effectivement pu constater que dans ce djihadisme contemporain, les femmes désiraient aussi ce statut de martyr de plusieurs façons. Mais que finalement, et je pense que pour les hommes comme pour les femmes aussi, notamment chez les jeunes, dans le contexte du djihadisme contemporain, ce qui a surtout joué en termes de récompenses souhaitées, c'était le fait de pouvoir intercéder pour des personnes de votre entourage au paradis, pour leur éviter les tourments de la tombe et puis finalement de les emmener avec vous dans les degrés les plus hauts du paradis. Et dans les conditions d'accès aux martyrs, on peut aussi soulever, quand même, je terminerai là-dessus, qu'il y a des façons, entre guillemets, d'obtenir le martyr qui sont propres aux femmes, notamment si vous mourrez en couche. On est convaincu que vous obteniez, enfin, du moins, ce statut de martyr, quand bien même vous avez fait absolument tout ce que vous pouviez pour obtenir ce statut-là, c'est toujours Dieu qui décidera à la fin. Et en vous entendant, je pensais aussi en septembre 2001, lorsque le commandant Massoud a été assassiné. Tout à fait, ouais. Son assassin était marié avec Oui, une jeune Belge, je crois, oui, et Malika El elle a Haroud. publié, Mm. voilà, et elle a publié Les Soldats de Lumière, et on voit entre cet ouvrage et ce qui est devenu après le djihad féminin, de grandes différences, parce que elle n'est que la femme d'eux, finalement. Alors, elle n'est pas que femme d'eux, justement. J'ai pas eu le temps de le développer dans mon intervention, mais le statut de la veuve, en tout cas dans les sphères Ouais. djihadistes, il est hyper performatif. Et où on voulait chercher aussi des formes d'émancipation, parce que c'est ça aussi, on a du mal à comprendre, hein, pourquoi les femmes, elles s'engagent dans ces mouvements-là. Parce qu'on ne voit pas, en fait, où c'est qu'elles pourraient être en filiation, être en lien un petit peu avec cette dimension d'indépendance de la femme qu'on va rechercher. Et à mon sens, en tout cas, la seule façon, entre guillemets, de s'émanciper et puis d'avoir un espèce de statut de femme reconnue, c'est d'être veuve de, effectivement, quelqu'un qui aurait fait quelque chose de grand, entre guillemets, de considéré comme grand pour la cause djihadiste. Malika El Haroud, très intéressant, effectivement, femme de, puis pas femme de n'importe qui, femme d'un des assassins du commandant Massoud. Donc elle a bénéficié en fait d'une aura et puis d'une influence dans les sphères djihadistes qui était très très importante, notamment aussi à travers l'écriture de son manifeste Les Soldats de Lumière. Elle a vraiment posé ce que c'était les rôles d'une femme dans le djihadisme. C'est quelqu'un qui avait énormément d'influence et qui a continué à avoir de l'influence aussi à travers son deuxième mari, connu pour être un des recruteurs de Mohamed Merah aussi à ce niveau-là, du moins qui a facilité son entremise dans ces milieux-là. Et encore une fois, enfin, même quand elle était en prison, enfin, je veux dire, elle a sa parole compte dans les sphères djihadistes, même si c'est une femme, parce que c'est la veuve de. Et à travers elle, c'est lui qu'on entend. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est très importante à soulever. On ne peut faire aucun parallèle entre l'émancipation de la femme via l'adhésion au projet djihadiste et une émancipation de la femme à l'européenne, à l'occidentale, émancipation éventuellement qui aurait échoué ou qu'il faudrait réactualiser. Il n'y a aucun parallèle possible. Ah Ce sont si, deux questions différentes. on peut faire beaucoup de parallèles parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'interprétations qui vont être différentes. En tout cas, moi, des femmes avec lesquelles j'ai pu m'entretenir, elles ne sont pas opposées à l'idée d'émancipation, c'est juste qu'elles refusent l'idée de l'émancipation telle qu'on l'a forgée dans la société occidentale. Et je vais même aller plus loin, un peu provoquant, mais je veux dire que c'est des déçus. C'est des déçus du féminisme, en tout cas des résultats de ce qu'on a eu en mai 68, où finalement elles me disent tout ce qu'on a gagné, c'est d'être un homme comme les autres, finalement, mais que finalement, on a juste gagné d'avoir des tâches en fait, supplémentaires. Et les hommes n'ont pas dû travailler sur les tâches qui leur étaient, confiées. Donc finalement, on s'est retrouvés au sortir de mai 68
à devoir tout faire, à devoir savoir tout faire. Et puis finalement, il y a tellement de charges, tellement d'attentes qui pèsent sur nous qu'on ne sait plus quoi faire. Du coup, c'est pas un système qui fonctionne. Cette égalité, elle est, c'est un joli rêve, hein. C'était un joli projet, mais on n'a pas réussi à le mettre en place. Donc du coup, de façon très pragmatique, on va se dire, on va aller sur un système où les choses fonctionnent, c'est-à-dire l'idée de complémentarité des sexes, parce qu'elle est beaucoup plus crédible, et puis on est plus dans un sentiment d'équilibre, parce qu'on sait ce qui est attendu de nous, on est soumise, mais à des règles. Enfin, cette rhétorique de la liberté, en se soumettant à des règles bien précises, pour comprendre les cadres dans lesquels cette liberté, elle peut s'exercer. Donc du coup, oui, émancipation peut-être, émancipation aussi d'injonction de la société occidentale à ce que c'est d'être une femme libre. Donc ça, c'est ressorti évidemment beaucoup dans les entretiens que j'ai menés. D'accord. Un grand merci, Géraldine, Merci à vous. pour votre intervention et puis pour toutes ces réponses très très claires et en même temps qui restent très humbles, hein. On retrouve aussi les éléments que nous avait donnés Hassen ce matin sur l'humilité du chercheur face à ses conclusions. C'est important.